En fait, Bénédicte n'a pas été écoutée de son vivant, mais n'a pas été entendue non plus après sa mort. Ça a été terrible. Tout a été fait après le décès de ma sœur pour invisibiliser sa mort. Et là, moi, je découvre aussi, surtout, et c'était absolument terrible, c'est la position dans laquelle on a retrouvé Bénédicte, en fait. Elle était agenouillée devant son canapé, son pantalon baissé jusqu'au niveau des fesses. Elle avait son pull qui était remonté jusqu'au sein, où on voyait toute sa poitrine. Elle avait ses mains des deux côtés du canapé et sa tête qui reposait d'un côté. Ma sœur est décédée en avril 2017. Elle était victime de graves violences conjugales. Je rappelle quand même que son ex-compagnon avait déjà été condamné pour violences aggravées à son encontre et que Bénédicte avait déposé un certain nombre de plaintes, toujours pour des faits de violence et d'agression. Classée sans suite. Et 10 jours auparavant, elle m'appelle. Là, elle a tout lâché en fait. Elle a tout lâché. Elle s'est mise à pleurer. J'ai tout de suite compris que ça n'allait pas du tout. Et là, elle me dit, il m'a encore frappé au visage. Je suis tombée sur l'arrière de la tête. Je suis séquestrée à la maison. Je ne peux plus sortir de la maison. Il me prend ma voiture. Je n'ai aucun moyen de me déplacer. Donc là, moi, je suis absolument horrifiée. Je comprends tout de suite que oui, Bénédicte finalement n'est pas libre de ses mouvements. J'entends sa voix qui change. C'est-à-dire que là, je sens la panique dans sa voix. Je lui avais demandé avant s'il était là. Elle me dit non, il n'est pas là. Là, je sens tout de suite que sa voix change. Et elle me dit, il arrive, il arrive. Là, moi, je panique aussi, très clairement, je panique aussi. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. Comment moi, je vais appeler la gendarmerie? Et elle me dit, non, on n'appelle pas la gendarmerie. Attends, je vais te le passer. Et donc, en fait, elle me le passe au téléphone. Je lui dis, qu'est-ce que tu lui as encore fait? Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Et là, il se met à insulter ma sœur. Oui, ta sœur, c'est qu'une grosse merde. Il se met à la rabaisser en me parlant. Donc là, moi, je lui ai dit, écoute, maintenant, c'est stop, ça suffit. J'appelle immédiatement la gendarmerie. Là, il me rit au nez. J'ai pas eu le temps d'ailleurs parce qu'il a raccroché avant. Et aussitôt, j'ai appelé la gendarmerie. Là, on me dit, on envoie une brigade. Je téléphone à la brigade pour avoir des renseignements, puisque je voyais qu'il ne me rappelait pas. Donc, je tombe toujours sur cette jeune femme qui me dit, écoutez, j'ai pas de retour, mais une brigade est sur place. On va vous informer de ce qui se passe. On arrive en fin d'après-midi. Et là, je reçois un appel de la gendarmerie qui m'indique, écoutez, est-ce que vous pourriez venir chercher votre sœur pour qu'elle dépose plainte le lendemain? Donc moi, je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci, bien évidemment, je vais aller chercher ma sœur. Donc j'appelle au domicile de Bénédicte, parce que moi, je lui dis, écoute, tu fais ta valise, j'arrive tout de suite, en fait. Elle me dit, mais non, mais écoute, là, je suis tellement fatiguée que on voit ça demain matin. J'appelle ma mère aussi, j'appelle mon frère pour pouvoir les informer de la situation. Donc ma mère totalement paniquée. Et donc là, moi, je rappelle la gendarmerie. Et là, je leur explique la décision de ma sœur. Donc je pose la question très clairement à la jeune femme en lui disant, mais elle n'est plus en danger. Monsieur est en garde à vue, j'imagine. Et elle me dit, oui, il y a bien évidemment qu'il va être en garde à vue. Donc moi, je pense que ma sœur n'est pas en danger, en fait. Que ma sœur, en fait, est seule chez elle. Et que c'est pour ça qu'elle veut rester tranquillement, se reposer avant que je vienne la récupérer le lendemain matin. J'ai appris le décès de ma sœur, j'étais en voiture et j'ai reçu un coup de téléphone de ma mère. Elle était totalement paniquée, qui m'indique ta sœur est morte, ta sœur est morte. Vous imaginez le choc terrible à cette annonce. En fait, Bénédicte n'a pas été écoutée de son vivant, mais n'a pas été entendue non plus après sa mort. Ça a été terrible. Tout a été fait après le décès de ma sœur pour invisibiliser sa mort. Ma première audition se fait avec un gendarme qui, à aucun moment, sur les questions posées, ne m'évoque les violences conjugales subies par ma sœur. Et là, on se rend compte que les questions systématiquement sont orientées. Est-ce que votre sœur buvait de l'alcool? Est-ce que, depuis combien de temps vous n'aviez pas vu votre sœur? Donc, je décide de faire un complément de déposition pour des informations auprès de l'association France Victimes qui est interne à tous les TJ. Et là, on me dit que ça a été classé sans suite. J'étais dans l'incompréhension totale. La vie, c'est en gros qu'on ne peut pas mettre en évidence, l'intervention d'un tiers par rapport à l'emploi du temps du compagnon. L'analyse en fait de l'emploi du temps du compagnon n'aura pas été faite.
Des prélèvements aussi d'ADN, tout ça n'a pas été fait. Je contacte tout de suite mon avocat. Donc lui me dit, attendez, là, c'est pas possible. On va porter plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire. Allez, 1 mois et demi après, l'accord du doyen des juges d'instruction qui ouvre une enquête judiciaire pour meurtre par conjoint. Dans le dossier, on nous dit que le directeur d'enquête a contacté ce médecin et que le médecin aurait indiqué que qu'il n'y avait pas de lieu à penser de violence subie par Bénédicte, qui n'était pas au courant. Sauf que ce médecin nous indique qu'il n'a jamais été entendu, qu'il n'a jamais vu d'OPJ, et que pour preuve, il me remet justement le dossier médical qui à aucun moment n'a été réquisitionné. En gros, Bénédicte le rapport d'autopsie indique plusieurs fractures de côte. Bénédicte présentait plus de 50 hématomes sur l'ensemble du corps, tête, face, dos, ventre, côte. Bénédicte présentait plaie à la tête, ce qui a d'ailleurs causé sa mort, puisque Bénédicte est morte d'un hématome sous-dural au cerveau. Le médecin urgentiste déclarera que Bénédicte avait des mutilations, et notamment au niveau de l'orbite, et que vraisemblablement ces blessures avaient été faites avec un objet tranchant. On va aller au bout du bout pour savoir ce qui s'est passé et pour démontrer que Bénédicte en fait s'est pas fait ça toute seule, très clairement. L'analyse de la téléphonie de ma sœur Bénédicte et de celle de son ex-compagnon. Et là, on s'aperçoit que l'ex-compagnon passe un premier coup de fil, un téléphone portable. On s'aperçoit qu'il s'agit d'un téléphone portable d'un gendarme qui deviendra en plus par la suite le directeur d'enquête. Comment déjà l'ex-compagnon peut détenir le téléphone portable d'un futur directeur d'enquête qu'il ne connaissait pas? Toujours le même jour du décès, l'ex-compagnon passe un autre coup de téléphone vers un gendarme, et là en l'occurrence une gendarme. J'ai découvert ça dès 2018, c'est-à-dire 1 an après le décès de ma sœur. Il faudra attendre 2020 pour qu'enfin, que la justice, en fait, contrainte et forcée, prendra la mesure de la situation. On finit par apprendre que l'ensemble des scellés ont été détruits. Les vêtements de ma sœur, les prélèvements sanguins, le cerveau, pardonnez-moi, de ma sœur. Le procureur va se rendre compte que dans la présentation des scellés pour lesquels il a donné une autorisation de destruction, il y a 2 scellés qui ont été détruits sans son autorisation. Par qui? Par 2 gendarmes. Là, j'obtiens la condamnation de l'État pour faute lourde et le ministère public. En fait, ils me font leurs excuses. Mais il n'est pas possible pour moi de les accepter. Est-ce que c'est un mea culpa? Je ne sais pas, mais ils décident de faire un réquisitoire supplétif pour demander l'audition des gendarmes. En janvier 2023, on obtient enfin la mise en examen pour violence aggravée de l'ex-compagnon de ma sœur sur la période de 2015 au 4 avril 2017, c'est-à-dire le jour de son décès. Alors la surprise, c'est que monsieur est placé sous statut de témoin assisté. Encore une fois, c'est une volonté de la justice de ne pas aller au bout du bout, alors que dans ce dossier, tout est là, tout est là. La justice considère que monsieur a été violent envers ma sœur Bénédicte, donc récidiviste, entre 2015 au 4 avril 2017, jour de son décès, mais dans le même temps, ne le mettent pas en examen pour le meurtre et le placent sous statut de témoin assisté. Le corps de ma sœur a été exhumé en juillet 2020. Ils disent en fait que la multiplicité des lésions, tête, face, dos, ventre, est en faveur de coups suivis de chutes, voire les 2. Moi et ma famille, on a fait le travail de la justice. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait toutes ces demandes d'actes, si on n'avait pas été au bout du bout, on n'aurait pas mis en évidence tous les dysfonctionnements. Lors de l'exhumation de ma sœur, on ne nous prévient pas. C'est totalement... on ne nous prévient pas. Et là, ma mère, dans le petit village de Bretagne, où est enterrée Bénédicte, elle arrive, puis là, elle voit
elle voit en fait tout un attroupement, puis qu'on est en train de déterrer sa fille, sans qu'elle soit au courant. Voilà la maltraitance qui a été faite à notre famille. Pour moi, ma famille, mes avocats, Bénédicte a été tué par son ex-compagnon. Mon intime conviction, c'est que Bénédicte a subi de nouvelles violences telles qu'elle les avait subies 10 jours avant son décès, et que elle n'a pas survécu. Et monsieur, lui, avant de partir au travail, la battait, lui mettait des coups de pied dans le ventre, voilà. Et moi, je pense que Bénédicte, les violences ont commencé la veille au soir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, au niveau du rapport d'autopsie, c'est-à-dire le complément d'expertise, qu'est-ce qui est dit? Il est dit justement que les fractures de côte ont commencé 3 heures avant le décès. Je pense que ça a commencé la veille au soir, ça s'est terminé le matin, et je pense que Bénédicte est morte toute seule, que monsieur rentre du travail et qui découvre le corps. Moi, tout ce que j'attends aujourd'hui, c'est la mise en examen de l'ex-compagnon pour le féminicide de Bénédicte. Le combat là que je mène aujourd'hui, c'est un combat qui servira à d'autres. Personne n'est préparé à une tragédie de cette nature. La genèse de la FNVF vient de cette tragédie et surtout d'avoir réalisé le peu d'accompagnement, qu'il soit juridique ou psychologique. J'ai effectivement décidé de fonder cette fédération pour transformer cette terrible perte et cette douleur en fait en quelque chose de positif, mais surtout pour venir en aide aux autres familles de féminicides, tout simplement. Alors, la Fédération nationale des victimes de féminicide est née il y a maintenant 3 ans en Ille-et-Vilaine. Donc, je suis la présidente de l'association et la fondatrice. Le combat de ma vie, c'est rendre justice à ma sœur. Le combat de ma vie, c'est de connaître toute la vérité sur les conditions du décès de Bénédicte, et c'est lui rendre justice.